Rester chez soi toute la journée, c'est l'occasion de se rapprocher de ses voisins et surtout de les juger parce qu'ils font trop de bruit, parce qu'ils font pas comme nous. Et c'est ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo en m'intéressant à la situation en France et à comment Emmanuel Macron et son gouvernement ont géré la crise jusqu'à maintenant. Comme en Suisse, ils ont commencé par interdire les grands rassemblements avant de passer à la vitesse supérieure. Le 16 mars, Macron est sur toutes les chaînes pour dire ça. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Non, je vous jure que c'est pas une guerre. Parce que si c'était une guerre, en Suisse, on n'aurait pas participé. Et dans le discours où Macron a prononcé le début du confinement, il a dit 6 fois « nous sommes en guerre » et 0 fois le mot « confinement ». Je connaissais ni oui ni non, mais lui il joue à ni confinement ni quarantaine et il gagne. C'est Philippe Etchebest qui a fait une vidéo après le discours pour le rappeler à l'ordre. Je viens d'entendre le discours de notre président, que je trouve très bien, sauf que moi j'aurais voulu entendre le mot confinement. Il juge les discours de Macron comme il juge les plats d'un Top Chef. J'ai trouvé bien, j'aurais aimé un peu plus de sel de Guérande. Moi j'ai bien aimé sa vidéo Etchebest. Vous verrez, avant que tout ça soit fini, il sera porte-parole du gouvernement. Il pourra pas être plus ridicule que Sibeth Ndiaye. Soyez patient, on va y revenir. Le gouvernement français a visiblement décidé d'utiliser le vocabulaire de la guerre pour parler au peuple, comme Édouard Philippe ce week-end. Le combat ne fait que commencer. Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler. Ah oui, là c'est la guerre. Lui il est carrément en train d'écrire une lettre depuis le front. Le combat est rude. Le vent d'Est nous réveille dans les tranchées. Cela fait bientôt 3 mois que je n'ai pas vu Edith et les enfants. Mais nous tenons bon. Pour la France. D'ailleurs maintenant il a une barbe de poilu 14-18 et il refuse de la raser alors qu'elle a visiblement contracté le Covid-19. Juste avant d'entrer en guerre, la veille, le 15 mars, la France a fait ce que tous les pays qui s'apprêtent à entrer en guerre font, elle a organisé un scrutin pour les élections municipales. C'était incompréhensible à ce moment-là, et ça l'est encore plus 2 semaines plus tard, parce que partout en France, il y a des bénévoles qui ont tenu des bureaux de vote ou qui ont participé au dépouillement, qui sont diagnostiqués positifs au coronavirus. Il y a 2 maires élus ce jour-là qui sont malheureusement décédés depuis. Il y a de nombreux candidats qui sont désormais positifs et qui ont sûrement été des super propagateurs, parce que pour te faire élire, t'es obligé de serrer des milliers de mains. Le seul qui avait compris qu'il fallait garder ses mains pour soi, c'est Benjamin Griveaux. On va pas revenir là-dessus. Et pourquoi avoir maintenu le scrutin? On ne sait pas vraiment. Il semblerait que les opposants au gouvernement, surtout à droite, ils voulaient pas d'un report parce qu'ils voulaient profiter de la crise des gilets jaunes et de celle des retraites pour reprendre des voix à la République en marche. Et à l'inverse, les marcheurs, ils avaient peur qu'on les accuse d'essayer d'éviter un scrutin populaire dans un moment difficile. Et alors que le Premier ministre venait de dire 2 jours avant qu'il fallait rester chez soi, on demande à tout le monde de ressortir pour aller voter. Comme si quand le virus attaque ton système immunitaire, tu peux lui dire leur nom, pouce, c'est pas du jeu, en fait là tu peux pas m'attaquer, je suis perché parce que je suis en train d'aller remplir mon devoir citoyen et de donner ma voix à Maryvonne Gérard de la liste Ensemble pour Panafu-les-Bains. Donc contre Kems, au revoir le coronavirus. On a mis des milliers de gens en danger pour des calculs politiques parce que c'est super important d'avoir des nouvelles autorités communales qui peuvent rien décider parce que tout est bloqué pendant 2 mois. Surtout que le 2e tour a pas encore eu lieu, donc pour 4000 et quelques communes, c'est comme s'il n'y avait pas eu de vote du tout. Et même pour celles qui ont élu des maires au premier tour, alors soit c'était les maires sortants, et du coup, ça n'aurait rien changé de reporter, soit c'est des nouveaux et des nouvelles maires, et là c'est hyper rassurant d'avoir des petits nouveaux qui prennent leur marque et qui apprennent leur métier en plein milieu d'une pandémie. Et après on s'étonne qu'avec toutes ces infos contradictoires, le dimanche 15 mars, le jour du scrutin, il y ait plein de gens qui se soient précipités pour aller dans les parcs. Parce que quand on dit c'est assez safe pour aller voter, c'est normal qu'une partie de la population comprenne que c'est assez safe pour faire un barbecue. Et donc pour punir les gens qui n'ont pas respecté les injonctions du gouvernement, ceux dans les parcs, pas ceux dans les bureaux de vote, parce qu'il y a un groupe qui a mis en péril la nation en sortant de chez soi pour se réunir dans un lieu ouvert, il y a un groupe qui a rendu un service au pays en sortant de chez soi pour se réunir dans un lieu fermé. Du coup, dès le lendemain, Macron déclare la guerre et prononce un confinement strict. On pourra sortir de chez soi qu'en ayant une raison valable et une attestation. En France, peu importe la question, la réponse, c'est de la paperasse. Ils ont le syndrome Gilles de la Tourette de la bureaucratie. Attention, il faut absolument que ce soit une attestation sur papier, donc soit imprimée et remplie, soit directement recopiée à la main. Et ça, c'est l'État qui s'occupe de ses citoyens en leur fournissant un atelier calligraphie pendant le confinement. Par contre, pour obtenir les aides de l'État, ça peut se faire en ligne. Donc en France, il y a moins de paperasse pour contracter un emprunt que pour aller faire des courses. Et en plus, il faut une nouvelle attestation à chaque fois que tu sors. Donc si tu dois sortir acheter du papier et des stylos, t'es condamné à rester 2 mois bloqué chez toi. Et c'est aux policiers de vérifier les attestations et le respect des consignes, et ils ont pas de matériel de protection, parce que ce serait pas drôle sinon. Du coup, ils sont super tendus, et ils sont obligés d'inventer des techniques de contrôle anti-contamination. Ouais, ils ont pas de gel hydroalcoolique, mais heureusement, ils ont encore du gaz lacrymo. Mais il y a peut-être une explication, sans doute qu'ils voulaient un échantillon pour aller faire tester la personne,
et il a décidé de le récolter avec sa matraque et la semelle de sa botte. En fait, c'est presque ça. Le contrevenant s'est alors mis à postillonner en direction du fonctionnaire qui s'est servi de sa jambe et de gaz lacrymogène pour éviter tout risque de contamination. Il s'est pris une balayette gaz lacrymo parce qu'il postillonnait. Jean-Claude de Titeuf, il serait déjà dans le coma. La semaine passée, Christophe Castaner a annoncé que les policiers avaient déjà dressé 225 000 amendes. C'est le jackpot! Globalement, après un premier week-end de raté, la population en majorité respecte le confinement. Et ce, jusque dans les plus hautes sphères, les députés ont dû modifier leurs habitudes. À l'Assemblée nationale, les députés ont pique-niqué avec des plateaux repas qui leur étaient fournis parce que l'ensemble des services de restauration du Palais Bourbon étaient fermés. J'ai eu la mauvaise idée de prendre un risotto. Il était froid, plaisante l'un d'eux. Et ben voilà, on fait tous des sacrifices. On est ensemble. Et on a vu des images de l'Assemblée nationale quasiment vides. On aurait dit un vote crucial pour l'avenir du pays. De nombreux députés sont touchés par le virus, du coup, les micros sont désinfectés entre chaque prise de parole. Cette photo transpire la modernité. On dirait un serviteur de la cour qui désinfecte contre le scorbut importé par les Visigoths. Et tout le monde est super tendu à l'affût du moindre signe de maladie. Pour certaines catégories, l'alimentaire, l'hygiène, ces commerçants continuent à fonctionner. En troisième lieu, pour ceux qui sont... Il suffit de tousser puis ils se barrent tous. La dernière fois que j'ai vu des politiciens fuir aussi rapidement un collègue, c'était l'ensemble de la classe politique française avec Manuel Valls après la présidentielle. Ah oui, d'ailleurs, il est de retour, lui. À chaque fois qu'il y a un membre du gouvernement qui prend la parole, Valls il tweet derrière pour dire à quel point c'était formidable et on voit la stature de l'homme d'État et blablabla. On dirait un demandeur d'emploi en galère qui met dans sa lettre de motivation: j'ai toujours beaucoup admiré votre entreprise à laquelle je m'intéresse depuis longtemps. Il faut lui amener en priorité des gants et un masque. Parce qu'à force de faire de la lèche à tout ce qui ressemble de loin à un ministre, il a 12 souches différentes du Covid et 145 molécules de sous-vêtements sur la langue. Moi, je suis content qu'il soit à la Valls parce que je pense qu'il peut aider. Par exemple, il peut fournir aux hôpitaux ses valeurs et ses convictions parce qu'elles sont jetables. Il en aura d'autres après-demain. Et dans tout ça, le problème, c'est que les Français, ils sont un peu trop restés chez eux. Et du coup, le PIB, il commençait à s'en faire ressentir. Et du coup, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, elle est montée au front pour dire que oui, il faut rester chez soi, mais il faut quand même aller travailler, bande de feignants. Oui, ok, il y a une pandémie mortelle qui sévit dehors, mais nos usines et nos chantiers, ça va pas marcher en télétravail. Alors on se bouge le cul, puis on va bosser, puis si vous toussez un peu, ça vous rappellera les mines de charbon, vous allez pas casser les couilles. Et alors que personne comprenait ce qu'il devait faire ou pas faire, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, le champion qui nous avait expliqué que le vin, c'était pas de l'alcool, si, c'était de l'alcool, mais c'était pas vraiment la même chose, parce que c'est de l'alcool français du terroir, monsieur. Ce champion, il est allé à la télé pour dire aux gens que s'ils s'emmerdaient chez eux, ils avaient qu'à aller aider dans les champs. Parce qu'en fait, l'agriculture manque de main-d'œuvre avec la fermeture des frontières, parce que oui, les travailleurs saisonniers du terroir français, c'était pas des Français. Vous savez, ces étrangers qui viennent chez nous pour nous voler notre travail, il s'avère que ce travail, les Français, ils avaient pas vraiment envie de le faire à la base. Parce que c'est pas la famille Le Pen qui va aller récolter les asperges. D'ailleurs, Marine, elle est revigorée ces temps. Elle a déclaré cette semaine que le gouvernement mentait. On lui a dit à quel sujet? Elle a dit sur tout. Quand Édouard Philippe, il commence un discours en disant « Bonsoir, Marine Le Pen, elle est devant sa télé. Mensonge, en Guadeloupe, c'est l'après-midi !» Puis après, elle est un peu en roue libre, elle a dit que le virus avait peut-être été fabriqué dans un laboratoire, et puis après, elle a demandé un couvre-feu à partir de 20h. Elle a vu les frontières se fermer, elle a vu l'armée mobilisée, elle s'est sentie pousser des ailes. Elle a envie de dire j'ai vu que le virus restait sur le papier, est-ce qu'on pourrait pas brûler tous les livres? Et puis comme Paris est un foyer d'infection, on pourrait déplacer la capitale plus au sud, genre à Vichy. Mais bref, d'après Didier Guillaume, il faut aller dans les champs. Il a dit ça un peu plus dramatiquement. Donc moi, je veux lancer un grand appel à l'armée des ombres, à l'armée de l'ombre. Un grand appel aux femmes et aux hommes qui aujourd'hui ne travaillent pas. Et je leur dis, rejoignez la grande armée de l'agriculture française. Ah oui, là, ils sont vraiment en mode guerre. Il faut rejoindre l'armée des agriculteurs. Je vous présente le général du labourage. Voici notre bataillon de tracteurs. L'opération Pomme de terre commence à l'aube. Donc l'appel est lancé et c'est un petit peu la confusion parce que la plupart des jobs qui sont à l'arrêt sont en ville et la plupart des jobs à pourvoir sont à la campagne et les Français sont pas censés s'éloigner de leur lieu de domicile. À part les centaines de milliers de Parisiens qui ont fui pour aller dans leur résidence secondaire, mais ça compte pas, apparemment. Donc le message est clair. Restez chez vous. Sauf pour aller voter, ou bosser, ou faire les récoltes. Puis là, tout le monde commence à se foutre de la gueule du gouvernement et de ses messages contradictoires, donc ils se sont dit, il faut qu'on clarifie notre position, il faut qu'on envoie quelqu'un qui va bien dire les choses, mais qui? La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Sans dire que nous n'entendons pas demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas, compte tenu de la fermeture des écoles, de traverser la France entière pour aller récolter des fraises gariguettes. Ah ouais, ça c'est la solution nucléaire. Elle arrive à insulter deux professions en une phrase, c'est la Champions League. Elle démarre un discours avec les agriculteurs fâchés et elle le termine avec les agriculteurs encore plus fâchés, les profs furieux, le gouvernement en panique, puis les médias en extase. Évidemment que les profs glandent pas en ce moment, ils continuent à faire les cours depuis chez eux, puis essayez
de faire 5 minutes de téléenseignement sur Zoom avec 20 gamins qui parlent en même temps sans balancer votre ordinateur par la fenêtre. En plus, les élèves, ils sont tellement en avance sur les profs niveau technologie, il y en a qui ont déjà réussi à modifier le fond d'écran de leur conversation pour faire croire qu'ils sont attentifs pendant qu'ils sont retournés se coucher ou qu'ils jouent aux jeux vidéo. D'ailleurs, on ne savait pas quand les écoles rouvriront. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a dit reprise des cours le 4 mai et tout le monde était choqué. Mais il est malin, il n'a pas précisé de quelle année. Bon, ensuite, il a rétropédalé, il a dit le 4 mai, c'était qu'un scénario, ni plus ni moins. Voilà, lui, il fait des scénarios. On pensait que c'était un ministre de l'Éducation, en fait, c'est Martin Scorsese. Ah, ce sera peut-être plus tard. En fait, il est dans le juste prix. Il fixe une date au bol, le 4 mai. C'est plus. Donc les profs ont aucune idée de ce qui va se passer. Ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent sans insulter les élèves dans les chats. Puis après une journée de ça, il y a l'autre qui leur dit « Vous voulez pas aller cueillir des fraises au lieu de vous gratter le cul ?» Bon, après, elle s'est excusée. Non, j'ai dit que j'avais eu une formule qui était complètement débile et qui était tout à fait maladroite envers les enseignants. J'aurais pu prendre un autre exemple. Non, prends pas un autre exemple, tu vas te mettre un corps de métier à dos, parce que là tu peux pas citer un autre métier après ça, tu peux pas dire non, je voulais pas dire les glandeurs de profs, je voulais dire les glandeurs d'intermittents du spectacle, révolution des saltimbanques. Parce que nous on glande pas, ok? On fait des vidéos. Pas facile. Le ministre de l'Agriculture, lui, il a quand même proposé un métier. Un coiffeur qui n'a plus aucune activité, ne peut-il pas aller faire du travail dans les champs et ramasser les fraises? Ils vont nous faire un dégradé sur les fraisiers, court sur les côtés, long sur le dessus, ça va être magnifique. Mais ça a marché, 150 000 personnes se sont annoncées pour aller aider dans les champs. Et c'est beau la solidarité. Et ça montre surtout à quel point on se fait chier. Voilà ce qu'il faut pour redonner le goût du travail manuel aux gens. 2 semaines de confinement. Vous préférez aller bosser à genoux dans la terre ou rester à la maison avec votre mari et vos enfants? Allez, passez-moi cette pioche. Ça se voit que je connais pas du tout les outils. Mais Sibeth Ndiaye, elle s'est pas juste excusée, ça aurait été trop simple. Elle s'est aussi un peu énervée. Évidemment, dans la période, c'est très facile de critiquer, c'est très facile de faire en permanence des polémiques sur tout. Moi, je suis au quotidien, au front, pour essayer d'expliquer aux Français ce qu'on vit en ce moment. C'est pas forcément tous les jours évident. Donc pour elle, le front, c'est pas les soins intensifs des hôpitaux ou les caisses des supermarchés, c'est le bureau de ministre d'où elle fait ses duplex. Même la bonnette du micro, elle essaie de prendre de la distance. C'est vrai qu'elle remplit un rôle essentiel parce qu'on a bien besoin de se détendre en ce moment, et Sibeth Ndiaye, elle unit tous les Français. Et les Suisses. Elle a même réussi à vexer les Italiens parce qu'elle a dit, regardez en Italie, ils ont pris la température des gens dans les aéroports et c'est pas ça qui a freiné l'épidémie. C'est pas ça qui va apaiser les relations diplomatiques non plus. Hein. Et je sais pas si à sa place je fanfaronnerais que les choses sont moins pires en France qu'en Italie parce que, oui, c'est le cas pour le moment, mais c'est pas fini. Et la France a déjà mené au score contre l'Italie. On sait comment ça s'est terminé. Ça, de nos jours, c'est carton rouge et 135 € d'amende. Et Sibeth Punchline Ndiaye, elle s'est aussi illustrée sur le sujet des masques, mais ça, je vais faire une vidéo à part sur les masques, parce que c'est incroyable ce qui se passe dans tous les pays. Bon, au moins, elle a appris de certaines de ses erreurs passées, parce que Sibeth Ndiaye, à la mort de Simone Veil, elle avait répondu au SMS d'un journaliste qui lui demandait s'il y aurait des obsèques nationaux. Elle avait dit aucune idée, la meuf est morte depuis moins de 24 heures, et depuis, elle n'utilise plus le verlan. Vous imaginez la prise de parole? Il y a en France 460 meufs dead et 714 cum clamsés à cause du coronavirus. Et les autres ministres se sont dit, il n'y a pas de raison que ce soit que les autres qui s'amusent, on veut aller raconter des conneries un peu. Donc Gérald Darmanin, il est allé dire ça. J'ai une idée pour soulager les boîtes, vous avez qu'à poser vos RTT pendant le confinement. Ah bah oui, c'est pour ça que les congés payés ont été acquis de haute lutte, c'est pour qu'un ministre te force à les prendre pendant une période où t'as le droit de sortir de chez toi que 5 minutes avec un laissez-passer. Chérie, on va où pour les vacances? Semaine de plongée dans la baignoire ou safari dans la cuisine? On n'a qu'à cuisiner du manioc? Perso, moi je me ferais un magnifique week-end aux îles Maldives avec Thalassa et Georges Pernou. Je sais pas si ça existe encore Thalassa, ni Georges Pernou. Et il a ajouté... Pour sauver des vies humaines, pour pouvoir éviter qu'il y ait 20 ou 25% de chômage dans notre pays à la reconstruction après ce temps de guerre, nous devons chacun faire des efforts. Poser ses RTT, ça sauve des vies. Donc si tu prends pas tes congés maintenant, t'as du sang sur les mains. Ah bah les tribunaux vont être remplis. Monsieur Lebrun, vous êtes coupable d'avoir refusé de remplacer votre randonnée d'octobre en Corse par un tournoi de Scrabble en ligne au mois de mars. Bon, c'est vrai que les salariés peuvent faire un geste aussi. Ils ont déjà fait un geste en acceptant de recevoir un salaire moindre avec le chômage partiel. Mais bon, l'État a fait un geste aussi en renflouant les entreprises avec de l'argent public. Donc en fait, les salariés, ils ont fait 3 gestes. Donc c'est une corée. Mais attention, Darmanin, il a eu une autre idée. Il a appelé au don pour aider les petites entreprises en difficulté et les travailleurs indépendants. Donc on va traverser la pire crise économique de notre siècle. Mais Gérald lance une cagnotte Litchi. Pour tous les dons au-dessus de 100 €, une tasse Darmanin dédicacée. Non, mais l'idée est pas mal, prendre de l'argent à ceux qui en gagnent beaucoup pour le redistribuer à ceux qui sont en difficulté, puis on pourrait peut-être rendre ça obligatoire, puis appeler ça les impôts, et peut-être en créer un spécial pour les gens qui sont très riches, qu'on appellerait l'impôt de solidarité sur la fortune. Non, c'est sûrement une mauvaise idée. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a décidé d'être très sévère. Les entreprises qui demandent l'aide de l'État pour leur trésorerie n'auront pas le droit de verser de dividendes. Par contre, pour celles qui ont juste recours au chômage partiel, il a été plus doux. J'invite là aussi, avec beaucoup de gravité et avec beaucoup de fermeté, toutes les grandes entreprises
qui ont recours à ce dispositif exceptionnel de chômage partiel, à faire preuve de la plus grande modération dans le versement des dividendes. Et là, les grosses entreprises se sont dit, il est pas mal cet humoriste, c'est un nouveau, c'est qui? Elles ont autant respecté le mot modération dans la bouche du ministre de l'économie que Didier Guillaume le respecte sur les étiquettes de bouteilles de vin. L'AFEP, organisation patronale qui rassemble les 110 plus grandes entreprises privées françaises, a demandé aux groupes ayant recours au chômage partiel de réduire leurs dividendes de 20%. Ça, c'est un geste fort, ça c'est une gommette en moins pour les actionnaires. On est solidaires. Et Bruno Le Maire, ça l'a énervé, et du coup, il a fait deux choses. La première, il a posté une photo de son cochon d'Inde sur Instagram. Parce que si les patrons du CAC 40 le respectaient pas avant ça, maintenant c'est sûr qu'ils vont se mettre à genoux. En plus, visiblement, Jackie, c'est son nom, est sur la table de la salle à manger, donc même son cochon d'Inde, il n'arrive pas à lui faire respecter les règles. Et ensuite, il est retourné à la télé pour dire, en fait, modération, ça veut pas dire moins 20%, ça veut dire moins 100%. Je les invite à faire preuve pour toutes les entreprises qui ont accès aujourd'hui au chômage partiel, c'est-à-dire qui ont leurs salariés payés par l'État, à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Et j'irai plus loin. Soyez exemplaires. Si vous utilisez le chômage partiel, ne versez pas de dividendes. Il faut un nouveau capitalisme qui soit plus respectueux des personnes, qui soit plus soucieux de lutter contre les inégalités et qui soit plus respectueux de l'environnement. Et il faut bâtir la souveraineté industrielle et technologique de la France et de l'Europe. Moi, je trouve très bien toutes ces mesures, mais c'est pas le même gouvernement qui nous disait que favoriser le capital, ça favorisait l'économie, puis que faire des cadeaux fiscaux stimulait la croissance, puis qu'il fallait aider les premiers de cordée à tirer tout le monde vers le haut. Puis là, tout d'un coup, quand c'est la merde, on réalise que ça ruisselle pas tant en fait. C'est un peu bouché les tuyaux. Les premiers de cordée, ils sont pas plombiers. Et du coup, Bruno Le Maire, il est obligé de dire, s'il vous plaît, vous voulez pas vous en mettre un peu moins plein les fouilles pendant 1 ou 2 ans? Puis après, promis, on referme les yeux. Mais c'est intéressant les crises pour révéler ce qui est essentiel et ce qui l'est moins. Ça fait des années que dès que la France doit mettre un peu d'argent dans les services publics, le gouvernement il est là, ouh non, attention à la dette, attention au marché, ah non, on peut pas mettre plus d'argent dans la santé parce que la France doit garder sa bonne note dans les agences de notation. Eh bien, on a une bonne nouvelle. Ah, vous avez trouvé un respirateur? Non, mais la France conserve son triple H chez Moody's. Stop là. Ah non, t'es contagieux. Je caricature un peu, mais en ce moment, ils sont pas super utiles, les investisseurs, les marchés, les bourses, les traders, ils font quoi? Ils essaient de capitaliser sur l'effondrement de l'économie mondiale pour sauver leurs sous. Comme en 2018, ils vont aggraver la crise, mais eux, ça va aller. Si t'as besoin de rien, demande à un politicien. Mais si t'as la jambe pétée, appelle un trader, il viendra te casser l'autre. Au milieu de tout ça, Macron a annoncé un plan massif pour l'hôpital. Et ça fait des années que l'hôpital public français est en crise et que le personnel gueule. Regardez, en 2018, le CHU de Toulouse a fait cette vidéo. Soignant, c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique. Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu déclarer un plan massif, parce que visiblement, il n'y a aucune reconversion possible dans la danse ou le rap pour ces gens-là. Mais le gouvernement s'est dit non, on va peut-être attendre qu'il fasse un Harlem Shake ou un lip dub de Céline Dion. L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn avait même promis de réenchanter l'hôpital français. Et finalement, on était plus proche du pipeau que de la flûte enchantée. Non mais réenchanter, ça veut dire quoi? Vous allez augmenter les budgets? Non, on va réenchanter. Wingardium Leviosa. Et le 14 février encore, les blouses blanches étaient dans la rue pour dénoncer les mesures de réduction de coûts et le manque chronique de personnel. Et c'est dans ces conditions qu'ils ont commencé à affronter la plus grave pandémie à frapper le pays en un siècle. Ils ont entamé un marathon alors qu'ils sortaient de Koh-Lanta, affamés, avec un ministre accroché à leur basket qui leur dit « Allez, plus vite, on compte sur vous, on est en guerre !» Et pour ceux qui tombent malades quand ils guérissent, pour ceux qui vont guérir, on leur dira « Vous avez remporté l'épreuve d'immunité, vous gagnez l'obligation de retourner travailler. Bravo !» Et on les applaudit tous les soirs, on en fait des super-héros, mais ça existe que dans les films, les super-héros. Et c'est super pratique parce qu'un super-héros, ça sauve le monde et à la fin, ça demande pas de salaire. Parce qu'ils sont souvent milliardaires, à part un qui est journaliste mais qu'on voit jamais écrire un article, mais c'est pas le sujet. Macron a annoncé qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital. Donc il attend une pandémie pour décider de sauver les hôpitaux. C'est vraiment le roi du timing. Lui, sa copine lui ramène un test de grossesse positif, il dit « Ah, à partir de maintenant, je mets une capote. » Dans les pays scandinaves et anglo-saxons, il y a une infirmière ou un infirmier pour 8 lits. En France, c'est 14 lits. 1 pour 14. Même DSK, ils trouvent le ratio un peu limite. M6 a diffusé un zone interdite de 2 heures filmé dans plusieurs hôpitaux français. Ils ont pu notamment suivre la prise en charge du premier patient contaminé en France par le Covid-19. Je sais pas si vous réalisez, M6 était plus préparé à l'épidémie de coronavirus que le gouvernement.
Bon, après, t'en as quelques-uns qui disent « moi je savais », comme Agnès Buzyn, qui était, on le rappelle, ministre de la Santé jusqu'au 16 février 2020. Et elle dit « je pense que j'ai vu la première ce qui se passait en Chine. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. Je rongeais mon frein. » Ben merci Agnès, c'est super de le dire maintenant. Agnès, c'est comme moi quand je regarde Question pour un champion et que j'attends la réponse et que je dis « Charles Quint ». Je le savais. Ça sert à quoi de le dire maintenant, à part pour se jeter des fleurs? Je savais que Kennedy n'aurait pas dû prendre la décapotable. Je rongeais mon frein. Je savais qu'Ève n'aurait pas dû bouffer la pomme. Je rongeais mon frein. Si seulement elle avait pu alerter quelqu'un, comme je sais pas, la ministre de la Santé. Voilà, ça décharge, Agnès Buzyn. Elle dit qu'elle a averti des gens. J'ai alerté le directeur général de la Santé. Et le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Sauf que 2 semaines plus tard, le 24 janvier, elle disait ça. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours s'il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou plus de pays, notamment de pays de l'Union européenne. C'est dommage qu'on ait oublié de la nommer au César, Agnès Buzyn. Elle a aussi averti Édouard Philippe. Le 30 janvier, j'ai averti le Premier ministre que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Sauf que 2 semaines plus tard, le 16 février, elle abandonne le ministre de la Santé pour faire quoi? Se lancer dans la campagne des municipales à Paris, alors que soi-disant elle savait que les élections n'auraient pas lieu, et qu'elle savait que la France allait affronter une pandémie. Elle quitte le navire en train de couler, c'est la capitaine du Costa Concordia, machine. Tout ça pour finir 3e à Paris, puis abandonner après le premier tour. Merci pour rien, Agnès. Et du coup, la France se retrouve avec un ministre de la Santé qui est là depuis quelques semaines. C'est encore sa période d'essai, le pauvre. Vous le voyez, la faute est largement partagée, et la liste des pays qui étaient prêts à affronter la pandémie est beaucoup plus courte que celle des pays qui l'étaient pas. Mais d'après Claude Le Pen, spécialiste de l'économie de la santé, parmi les pays qui étaient prêts à affronter une pandémie, il y a la France. Celle de 2007. Ouais, suite à l'épidémie de grippe aviaire de 2006, la France s'est dotée d'une loi pour se préparer à affronter une pandémie et à acheter du matériel médical en masse, dont 1 milliard de masques. Là, j'ai dit 1 milliard de masques et la moitié du gouvernement Macron a eu un orgasme. Ça fait envie en ce moment. Et pendant quelques années, la France continue de mettre à jour son stock. En 2009, elle achète même des millions de doses de vaccins pour se préparer à la grippe A. Sauf que la grippe A ne fera pas l'Europe aussi durement qu'on le craignait. Donc les masques et les vaccins seront très peu utilisés. Ce qui vaut à Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé de l'époque, énormément de critiques sur le gaspillage de l'argent public. Et du coup, d'énormes réductions de budget. Ouais, ils ont dépensé de l'argent pour une catastrophe qui n'est pas arrivée. François Fillon, qui était Premier ministre à l'époque, déclare « On a arbitré en se disant qu'on nous reprocherait beaucoup plus une catastrophe sanitaire qu'une erreur sur le nombre de vaccins commandés. » C'est François Fillon qui parle. François rend l'argent Fillon. Et quand t'arrives à être plus radin que François Fillon, c'est qu'il y a un problème. Il voulait économiser du fric, et ça va finir par coûter des centaines de milliards. Ils se préoccupent que d'une chose, et même ça, ils n'arrivent pas à le faire. C'est sûr que sur la préparation à une pandémie, tu peux économiser plein d'argent chaque année, jusqu'au jour où il y a une pandémie. Oups. Mardi, donc aujourd'hui, si j'arrive à finir la vidéo, 6 anciens ministres de la Santé français ont publié une tribune pour dire qu'on est toujours plus malin après, que la situation était impossible à anticiper, qu'il faut faire preuve d'unité nationale et qu'il faut pas critiquer le gouvernement maintenant. Et ensuite, ils se mettent les 6 à critiquer le gouvernement. Faut pas déconner, il y a que ça à faire en ce moment, puis on peut pas demander l'impossible non plus. Demander aux Français d'arrêter de se plaindre. Déjà, leur demander de fermer la porte, c'était compliqué. Alors fermer leur gueule, jamais. Bon, moi, je vais fermer la mienne pendant quelques jours, je me repose un peu. Je reviens bientôt avec une nouvelle vidéo, je me réjouis. Je range mon frein.